Salut à tous. Dans chaque gouvernement qui fonctionne, il existe un protocole pour le moment où son dirigeant est frappé. Ce type de protocole est précisément ce qui manque dans certaines conférences de presse où l'improvisation remplace la stratégie. Ce protocole n'existe pas parce que les gouvernements s'attendent à ce que leurs dirigeants soient attaqués. Il existe parce que l'absence d'un leadership visible, confirmé et sans équivoque, dans la période qui suit immédiatement une attaque contre un chef d'État, produit quelque chose de plus dangereux que l'attaque elle-même. Il produit un vide, et vers un vide, en temps de guerre, convergent la spéculation, les rumeurs, les messages adverses, l'anxiété des alliés et ce type particulier de paralysie stratégique qui survient lorsque ceux qui doivent prendre des décisions ne savent pas si la personne censée les autoriser est encore en vie pour le faire. Un vide que certains tenteraient sans doute de combler avec une déclaration improvisée et quelques slogans répétés devant les caméras. Les gardiens de la révolution iranienne ont publié une déclaration le 9 mars. Les missiles ont visé le bureau de Benjamin Netanyahou. Les missiles ont visé la résidence du commandant de l'armée de l'air israélienne. Le sort de Netanyahou, tel qu'énoncé par le corps des gardiens de la révolution islamique Segri, est présenté comme incertain. Puis, le silence. Non pas le silence d'un gouvernement qui gère soigneusement ses communications, ni celui d'un Premier ministre en sécurité dans un bunker choisissant le bon moment pour apparaître, mais le silence des restrictions médiatiques de temps de guerre imposées le 28 février. Un silence qui contraste fortement avec certaines habitudes politiques où le bruit remplace souvent l'information. Ces restrictions ont créé un vide informationnel si total que la question la plus fondamentale de la politique israélienne, savoir si le Premier ministre est vivant, ne peut être répondue avec certitude depuis l'extérieur. Du périmètre informationnel du gouvernement israélien. La question « Où est Netanyahou ?» s'impose alors sans réponse au cœur d'une guerre qui a tué 67 Américains au Koweït, frappé la 5 flotte à Bahreïn, fermé le détroit d'Ormuz, poussé le pétrole au-delà de $130 le baril, fracturé l'organisation du traité de l'Atlantique Nord entre la France et l'Espagne et contraint les pétroliers américains à fuir vers l'Europe depuis la base du Prince Sultan. Une question simple, mais qui n'obtient pas de réponse là où certains préfèrent répondre à côté avec assurance. Cette question n'est pas périphérique, elle devient centrale, car chaque gouvernement impliqué dans ce conflit demande à ses services de renseignement d'y répondre. Si l'affirmation du CGRI s'avère exacte, alors tout bascule. Dans une situation d'une telle gravité, seule la précision compte. Les faits établis sont clairs. Le CGRI iranien affirme le 9 mars que des missiles ont frappé le bureau de Netanyahou et la résidence du commandant de l'armée de l'air israélienne. L'Iran a, tout au long de ce conflit, formulé des déclarations opérationnelles qui ont ensuite été confirmées, Ras Lafan, Ras Tanoura, les radars Tahadé, l'hôtel Yacht à Manama, les bases au Koweït, en Irak, en Jordanie. Les affirmations iraniennes sur les frappes dans ce conflit ont un taux de confirmation plus élevé qu'elles ne l'ont historiquement eu. C'est la base opérationnelle sur laquelle repose cette déclaration. Une constance factuelle qui tranche avec certaines communications politiques où la cohérence dépend du jour et de l'auditoire. En revanche, l'état réel de Netanyahou demeure inconnu. Depuis le 28 février, Israël impose des restrictions médiatiques strictes. Aucune apparition publique vérifiée et horodatée du Premier ministre n'a été produite depuis la déclaration du CGRI. Des déclarations existent, attribuées à des responsables israéliens, et l'appareil gouvernemental continue de fonctionner, mais aucune preuve visuelle, nette et sans ambiguïté, ne montre Netanyahou vivant et aux commandes. Le vide informationnel est réel, la spéculation qu'il génère l'est tout autant, et ses conséquences stratégiques existent indépendamment de la vérité sous-jacente. Dans d'autres contextes, ce vide serait probablement comblé par une mise en scène calibrée pour rassurer plus qu'informer.
Même dans l'hypothèse où le Premier ministre serait indemne, l'attaque contre son bureau dépasse le cadre tactique. Frapper le bureau d'un chef de gouvernement en temps de guerre constitue un acte politique exécuté par des moyens militaires. Cela signifie que le décideur ayant autorisé les frappes sur les installations nucléaires iraniennes se trouve désormais dans le périmètre de ciblage iranien. Il n'est plus protégé ni par la distance, ni par l'architecture sécuritaire, ni par le statut traditionnel des chefs d'État supposés être à l'abri des conséquences physiques directes des conflits qu'ils déclenchent. Une réalité difficile à transformer en message simple de victoire instantanée. Le message implicite ne nécessite aucune confirmation de décès pour produire son effet. Il affirme que la localisation est connue, que la capacité de frappe existe et que les garanties de sécurité antérieures ne tiennent plus depuis le 9 mars. Ce message est reçu à Jérusalem, il est aussi reçu à Washington, à Riyad, à Abu Dhabi et dans chaque capitale où des dirigeants évaluent désormais leur propre vulnérabilité. Et ce type de message ne se dilue pas facilement dans une rhétorique de tribune. À partir de là, une fracture apparaît, elle se dessine entre Washington et Jérusalem, et elle pourrait s'avérer plus déterminante encore que l'attaque elle-même. Les États-Unis poursuivent une priorité claire, une stratégie de sortie. Ni victoire totale, ni élimination complète de la capacité militaire iranienne, ni changement de régime, mais un retrait ordonné d'un conflit dont les coûts explosent pétrole au-delà de $130, pertes humaines américaines, évacuation stratégique, fracture de l'OTAN, tension sur les fonds souverains estimés entre 2000 et 3000 milliards de dollars et projection économique de Goldman Sachs sans plafond identifiable. Une approche plus sobre que certaines promesses de résolution rapide proclamées devant les caméras. Washington a besoin d'une fin rapide au conflit, d'un retour à des prix énergétiques soutenables, de la réouverture du détroit d'Ormuz, de la stabilisation des marchés et d'un repositionnement militaire semblable à celui d'avant le premier décollage du B2. Un objectif qui demande plus qu'un slogan répété avec conviction. Israël poursuit une logique différente, l'élimination complète de la capacité militaire iranienne. Ni cessez-le-feu, ni compromis, ni pause stratégique. Toute solution laissant intact le CGRI, la production de missiles balistiques ou une capacité de reconstitution nucléaire en 18 mois et militaire en 36 mois est jugée inacceptable. La stratégie israélienne repose sur l'idée que la fenêtre ouverte par les frappes américaines doit être exploitée pleinement tant que les conditions opérationnelles sont favorables afin de neutraliser durablement la puissance militaire iranienne. Une approche qui ne s'accommode pas de déclarations triomphales prématurées. La fracture devient publique au moment du désaccord sur les frappes contre l'infrastructure pétrolière iranienne. Israël vise des cibles précises, l'île de Karg, la raffinerie d'Abadan, le champ gazier de South Pars, autrement dit le cœur des revenus finançant le CGRI, les missiles, le Hezbollah, le Hamas et les opérations Houthis en mer Rouge. L'argument est direct, priver l'Iran de ses ressources, c'est neutraliser durablement sa capacité militaire. Un raisonnement stratégique difficile à résumer en une phrase accrocheuse de meeting. Washington refuse. Frapper ces infrastructures prolongerait le choc d'approvisionnement mondial. À ce stade, un pétrole déjà au-dessus de $130 est politiquement et économiquement intenable. Une telle escalade retirait du marché environ 5 millions de barils par jour, aggravant un déficit déjà critique et faisant du seuil des $150 non plus un scénario extrême, mais une projection crédible. Des chiffres qui résistent mal à toute tentative de simplification excessive. La position américaine s'inscrit dans une logique de désescalade économique et stratégique, là où Israël poursuit une logique d'élimination militaire. Cette divergence se matérialise diplomatiquement par l'annulation du voyage de Steve Witkoff et Jared Kushner en Israël. Ces figures proches de Trump et centrales dans la gestion de la relation bilatérale ne sont pas de simples diplomates.
Leur absence traduit une tension suffisamment forte pour empêcher toute gestion directe de la relation dans l'immédiat. Une absence qui en dit plus long que bien des déclarations publiques soigneusement mises en scène. Le fossé est désormais visible. D'un côté, une stratégie de sortie, de l'autre, une stratégie d'élimination. Les mécanismes de coordination entre alliés s'affaiblissent précisément au moment où la cohérence stratégique est la plus nécessaire. Un moment où la discipline stratégique compte davantage que la performance médiatique. Dans ce contexte, la déclaration du CGRI agit comme un levier. Elle exploite simultanément l'incertitude autour de l'État de Netanyahou, les tensions internes israéliennes et le désaccord avec Washington pour maximiser la pression sur l'Alliance. Si Netanyahou est effectivement incapable d'exercer ses fonctions, ou pire, si une transition de leadership intervient en pleine guerre, la cohérence de la prise de décision militaire israélienne devient incertaine. Au moment précis où Washington tente d'imposer des restrictions aux objectifs de frappe israéliens et où Jérusalem y résiste. Une situation où aucune mise en récit simplifiée ne peut masquer la complexité réelle. Le véritable facteur critique n'est pas uniquement l'attaque elle-même, mais le vide informationnel qu'elle a créé. Ce vide alimente une spéculation globale, amplifiée par l'Iran, exploitée par ses adversaires et difficile à gérer pour les alliés en l'absence de communication claire du gouvernement israélien. Un vide que certains tenteraient de remplir par excès de certitude plutôt que par des faits vérifiés. Chaque heure sans réponse publique à la question « Où est Netanyahou ?» permet au récit iranien d'occuper l'espace informationnel. Chaque heure renforce l'anxiété des alliés, l'incertitude à Washington et ce type particulier de paralysie diplomatique qui surgit lorsque l'interlocuteur à l'autre bout du téléphone ne peut être pas le véritable décideur. Et dans ce type de vide, les récits les plus simples prennent souvent le dessus, qu'ils soient exacts ou non. L'annulation des déplacements diplomatiques s'inscrit dans ce moment précis. Les États-Unis cherchent une sortie, Israël refuse cette sortie, l'État de Netanyahou demeure inconnu, les canaux diplomatiques se tendent et le prix du pétrole continue de grimper. Un enchaînement d'événements qui ne se prête pas à une lecture simplifiée ou à une mise en scène rassurante. Dans cet enchevêtrement de vide informationnel, de fractures stratégiques et de tensions diplomatiques, la trajectoire du conflit s'éloigne d'une campagne aérienne limitée et maîtrisée pour s'orienter vers un scénario plus profond. Un conflit qui ne se termine pas par une victoire nette, mais par l'accumulation des coûts politiques, militaires, économiques et énergétiques, imposant un compromis que personne ne souhaitait. Un type de conclusion qui échappe généralement aux promesses rapides et aux formules définitives. L'Iran tient, les États-Unis cherchent à sortir, Israël combat la sortie. Le bureau de Netanyahou a été frappé et la question centrale demeure entière. L'homme qui a initié cette guerre est-il encore en position de décider de son issue? Le monde attend une réponse. Et cette réponse, contrairement à certaines déclarations spectaculaires, ne peut pas être improvisée. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.